auteur de Mayotte, département colonie, qui vient de sortir aux éditions La Fabrique. Alors vous dites que Mayotte, est un cas d'étude car contrairement aux îles de l'archipel, ses habitants ont choisi le colon plutôt que l'émancipation. Pour eux, être français, c'est être libre. Qu'est-ce qui a amené à penser comme cela? Bon, c'est un processus qui a démarré lorsqu'on a commencé à évoquer la décolonisation dans l'archipel des Comores, un peu plus tard que dans le reste du continent africain, à la fin des années 50, mais surtout dans les années 60. Et en fait, il y a un petit groupe de responsables politiques à Mayotte qui étaient opposés à l'indépendance et qui voulaient rester dans le cadre de la République française et qui en fait en sorte, on va dire, de travailler les consciences et de travailler les esprits pour que les Mahorais et les Mahoraises deviennent partisans en fait de cette forme de colonisation consentie. Et effectivement, en 1974, lorsqu'ils ont été consultés, comme tous les autres habitants de l'archipel, Par référendum. une consultation en réalité, c'était pas tout à fait un référendum d'un point de vue juridique. 63% des électeurs et des électrices ont voté pour rester français, alors que dans les autres îles, près de 99% des électeurs et des électrices ont voté pour l'indépendance. Vous dites qu'on a inculqué aux Mahorais que le colon, ce n'est pas le blanc, mais le comorien. Oui, c'est un discours qu'on entend très souvent, qu'on entendait beaucoup à l'époque, c'est-à-dire que le discours de ce qu'on appelle aujourd'hui les départementalistes, qui étaient à l'époque des séparatistes, puisqu'ils voulaient se séparer des autres îles de l'archipel, était de dire entre deux colonisations, il faut choisir. Il y a la colonisation comorienne et la colonisation française. Ils ont opté pour la colonisation française. Alors c'est très discutable le qualificatif de colonisation comorienne, puisqu'en réalité les Mahorais ont une histoire commune avec les habitants des autres îles. Ils ont une langue commune et ils ont des modes de vie qui sont très proches des autres îles. Alors vous nous expliquez que Mahorais est une île bourrée de contradictions. Alors déjà dans le titre de l'ouvrage, première contradiction, comment peut-on être département et colonie en même temps? Oui, c'est une des contradictions, mais finalement qui n'est pas si propre à Mayotte, puisqu'aujourd'hui on voit dans les autres départements d'outre-mer qu'il y a aussi des discours qui dénoncent une forme de colonisation contemporaine, ce qu'on pourrait appeler une forme de néocolonialisme, ou en tout cas une gouvernance qui est encore déterminée depuis ce qu'on appelle la métropole, qui est un terme qui lui-même a une histoire coloniale, au lieu d'être déterminé par les habitants sur place. À Mayotte, c'est particulièrement fort. D'abord parce que c'est un département assez jeune, contrairement aux autres départements d'outre-mer qui le sont devenus en 1946, Mayotte c'est en 2011, mais aussi parce que on a encore dans les esprits, pas seulement des représentants de l'État, mais on va dire des métropolitains qui arrivent à Mayotte, il y a encore un esprit encore que je qualifie de colonisateur bien souvent, parfois inconsciemment. Mais il y a des réflexes paternalistes qui sont encore très puissants. Et en fait, quand on lit des auteurs, des chercheurs qui ont étudié le cas des sociétés coloniales dans les années 50-60, je pense notamment à Fanon ou à Memmi, on retrouve beaucoup de ce qu'ils ont écrit à cette époque-là, aujourd'hui encore à Mayotte. Vous décrivez une société où les Blancs vivent dans des quartiers entourés de murs et de barbelés, par exemple, une société coupée en deux. D'ailleurs, il y a toujours ce conflit territorial avec la France accusée par l'ONU de ne pas respecter le droit international. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce conflit? En fait, en 1975, lorsque les Comores, les trois îles des Comores donc, ont obtenu leur indépendance et que Mayotte est restée française, le nouvel État indépendant a porté devant l'ONU ce conflit. Et pendant une vingtaine d'années, l'ONU a condamné, chaque année, cette situation, a condamné la France pour être restée à Mayotte. Alors, depuis 1995, il n'y a plus cette condamnation, mais par contre, parce que les Comores ne l'ont plus mise en avant lors de l'Assemblée générale des Nations Unies pour tout un tas de raisons, notamment parce qu'en 1995, il y a eu un coup d'État aux Comores qui a déstabilisé le pays, puis ensuite il y a eu une crise séparatiste en 1997 sur l'île d'Anjouan, et qui fait que pendant quelques années, les dirigeants comoriens avaient autre chose à faire que de demander la condamnation de la France. Et ensuite, petit à petit, en fait, il y a une relation diplomatique qui s'est construite entre la France et les Comores. Et même si aujourd'hui Moroni continue de revendiquer la souveraineté sur Mayotte, c'est un conflit qui se traite en bilatéral
et non plus devant les Nations Unies. Alors, autre contradiction, le vote RN sur un territoire majoritairement habité par des Noirs de confession musulmane, alors que le RN est considéré par beaucoup comme xénophobe et islamophobe. Comment l'expliquer ? Ben là, il y a eu aussi tout un travail de conscience. En fait, lorsqu'il a fallu se séparer des autres îles, il y a des discours xénophobes qui ont été développés pour dire c'est la faute aux Anjouanais, c'est la faute aux Grands Comoriens si tout va mal. Et petit à petit, ce discours s'est poursuivi, même après la séparation, dans les années 80, dans les années 90, on entendait toujours c'est la faute aux Anjouanais, c'est la faute aux Grands Comoriens. Pendant longtemps, ça s'est pas retrouvé dans les résultats électoraux, mais depuis quelques années, on voit que le Rassemblement national fait ses meilleurs scores à Mayotte et qu'il est devenu le parti majoritaire à la dernière élection présidentielle en 2022. Marine Le Pen, au premier tour, a récolté plus de 40% des suffrages. Ça peut sembler effectivement paradoxal, mais en fait, il y a toute une histoire de construction des esprits, là aussi. À cela s'ajoutent des problématiques très contemporaines. Il y a une grosse insécurité et dans les discours dominants, on relie cette insécurité à l'immigration. Il y a aussi une grosse colère sociale qui se caractérise par de nombreux conflits et qui, là aussi, pousse les gens à voter pour des partis qui n'ont pas forcément été au pouvoir. Pour vous, la départementalisation de Mayotte est un échec, vous diriez ? Oui, c'est très tôt, puisque ça fait à peine 13 ans, mais à mon sens, c'est un échec. En tout cas... Contrairement aux autres pays qui ont, obtenu l'indépendance. On peut aussi parler, pour certains pays, d'échec d'indépendance. C'est pas antinomique, en réalité. En tout cas, on voit qu'aujourd'hui, la situation à Mayotte ne cesse de s'empirer. La qualité de vie se dégrade, l'insécurité est de plus en plus importante et sur le plan social, il n'y a pas tant d'avancées que ça. Donc oui, je pense que c'est un échec et qu'il faudrait, à mon sens, regarder en face les raisons de cet échec. Elles sont très nombreuses et surtout, je pense qu'elles sont très profondes. D'ailleurs, dans votre livre, vous préconisez une troisième voie pour le futur de Mayotte. Quelle est-elle, cette troisième voie ? Elle est très étroite parce que quelles sont les deux voies ? La première, c'est la départementalisation et le fait que Mayotte est solidement ancré dans la République française, mais on voit que ça crée beaucoup de problèmes au niveau régional. La deuxième, c'est celle revendiquée par les Comores qui consisterait à rattacher Mayotte aux autres îles des Comores, sauf que les habitants de Mayotte ne le veulent pas en masse. Donc, moi, j'estime, et on est un certain nombre à le penser quand même, qu'il faut explorer une troisième voie qui est très étroite, qui consisterait, dans un premier temps, à rétablir le dialogue. Parce que le gros problème de cet archipel, avec des îles qui sont très proches les unes des autres, c'est qu'il n'y a plus de dialogue. Il y a un mur d'incompréhension qui s'est construit au fil des années, qui aboutit aujourd'hui à de la haine, littéralement, des discours xénophobes. À mon sens, on ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible, sachant que de toute manière, plus Mayotte se développe avec les fonds alloués par la France, plus elle attire les habitants de la région, de l'archipel, mais aussi de Madagascar et aussi du continent africain. Rémi Carayol, merci. Je rappelle donc le titre de votre livre Mayotte, département colonie, qui vient de sortir aux éditions La Fabrique. Merci.